Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, le juge Wando Saint-Villiers, avec qui nous allons parler du guide de déontologie du magistrat. Le juge Saint-Villiers est donc le représentant des tribunaux de première instance au CSPJ. Il est également membre de la commission de vulgarisation du guide de déontologie du magistrat. Juge Saint-Villiers, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, M. Théodore. Bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la Télémétropole et bonjour à tous les magistrats qui m'entendent un peu partout sur tout le territoire de la République. Ce matin, c'est un plaisir de répondre à votre invitation et pour parler du guide de déontologie du magistrat du CSPJ. Juge Saint-Villiers, on a envie de se poser cette question avant même de vous la poser, à savoir pourquoi un guide de déontologie? Est-ce que cela fait suite à un constat que les juges ne respectent pas les principes élémentaires de la profession? Est-ce pourquoi on a jugé bon de mettre à la disposition des juges un guide de déontologie? Bon, alors en fait, il est une vérité, c'est que notre société fait face à un problème d'éthique grave dans tous les domaines d'activité, dont la magistrature n'est pas épargnée. Donc, au niveau du CSPJ, nous travaillons sur la nécessité de renforcer l'intégrité au sein de la justice du pays. De là, il y a tout un ensemble de normes, de principes cardinaux qui gouvernent la magistrature, et qui existent et que les magistrats les connaissent et les appliquent le plus souvent. Mais il a été important pour nous de les formaliser à travers un document et aussi bien de les vulgariser et de sensibiliser les magistrats autour de la nécessité de les appliquer de façon très accrue dans l'exercice de leurs fonctions et de porter ces principes tout aussi bien à la connaissance de tous les justiciables parce que la justice est une affaire d'État et les justiciables, au-delà du fait qu'ils demandent justice et qu'ils, pour leur cas d'espèce, ils vont par devant la justice, mais ils doivent aussi connaître ces principes en sorte qu'ils puissent, de l'autre côté, exercer leur rôle de surveillance à travers les structures organisées et concernant le fonctionnement et le comportement des magistrats. Je dirais que ce guide-là, c'est à titre de rappel? C'est à titre de rappel, c'est une sorte de réaffirmation des principes fondamentaux qui gouvernent la magistrature. On s'était basé sur quoi quand il s'agit de certifier ou de ne pas certifier les magistrats? Donc on s'était basé sur ces mêmes principes qui existent dans la loi, mais qui n'ont pas été repris en fait dans un document et comme nous le faisons aujourd'hui. Mais dans la loi, que ce soit la loi portant statut de la magistrature, la loi portant création du CSPJ, et que ce soit le décret du 22 août 1995 organisant la justice haïtienne et dans d'autres textes. Donc nous retrouvons tout un ensemble de principes et auxquels les magistrats sont assujettis. Par exemple, dans le guide, je vois ceci. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Ça encore, c'est un rappel. C'est un rappel, c'est le serment du magistrat. Oui. Donc c'est un serment qui est inscrit à l'article 5
du décret du 22 août 1995. Et c'est très emblématique et symbolique lorsque, en fait, suite à la page de garde du guide, donc après le sommaire, nous mettons en fait ce serment, c'est pour rappeler que tous les magistrats sont appelés à se conformer à ce serment qu'ils ont prêté au moment d'investir de cette noble des fonctions, et que ce soit comme juge ou du moins comme magistrat du parquet. Et en cas de parjure, ils sont appelés à se... Et en cas de parjure? Ben, en fait, il y a, au terme de la loi, des mesures qui peuvent être prises suivant la gravité de la faute commise par le magistrat. Alors, le but ici, c'est un rappel du contenu de ce serment. Et en tant que magistrat, on est appelé à se conduire en digne magistrat et aussi en loyal magistrat. Donc, ce serment reprend de manière substantielle les principes cardinaux qui gouvernent la magistrature et qui sont développés dans le guide. Magistrat, j'ai envie de savoir, je voudrais savoir, est-ce qu'un simple petit document, même si c'est à titre de rappel, peut porter ou encore peut contraindre les magistrats à respecter la loi, à respecter les normes, les principes et même appliquer la Constitution comme c'est écrit dans le guide de déontologie. Est-ce qu'un petit document va suffire? Je peux dire oui, puisque ce document rappelle les principes et en fait le fait de les formaliser a un effet tout à fait, je dirais, a un effet fondamental, je dirais, non seulement pour les juges, mais également pour les magistrats en général, mais pour les justiciables, au sens que il faut qu'il y ait des balises, et même quand on sait qu'au-delà d'un texte, il y a tout un ensemble de principes qui gouvernent le statut de magistrat, mais à travers ce document, donc nous voulons conscientiser davantage les magistrats autour des obligations qu'ils ont en exerçant les fonctions de juge et de magistrat du parquet. Et c'est tout aussi bien pour attirer l'attention de la société, comme je le disais tout à l'heure, et à travers ces structures organisées, les structures de la société civile, bien évidemment, pour qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle de surveillance concernant le fonctionnement de des magistrats. Alors, au-delà du document, parce que, comme Cicéron l'a dit, les lois sont faites, certes, pour que l'on puisse les appliquer, mais il faut qu'il y ait des hommes pour exiger cette application. Donc, au-delà de ce document, il y a des mécanismes qui sont prévus par la loi. Et par exemple, la direction de l'inspection judiciaire, qui est un mécanisme prévu par la loi créant le CSPJ, et qui est appelé à faire un travail de supervision, un travail de contrôle sur le fonctionnement des magistrats, sur l'exercice de ces fonctions dans les juridictions. Donc, cette structure et la direction de l'inspection judiciaire sera renforcée par le CSPJ et pour que l'on puisse, au-delà de la vulgarisation du guide, mais en tant que mécanisme de surveillance, tester et jauger l'applicabilité, le niveau d'application de ce document par les magistrats. Donc, à ce niveau-là, on peut parler de coercition. Bon, en fait, dès qu'il y a principe, je ne peux pas dire qu'il y a nécessairement coercition, mais de toute façon, en cas de non-respect de ces principes, on peut aboutir à des sanctions. Et des sanctions qui dépendront, bien entendu, du degré de faute, de la gravité et de la faute commise par la personne concernée.
Donc, une chose qui est certaine, c'est que le guide est appelé à modeler et moraliser, je dirais, le fonctionnement des magistrats. Par exemple, évidemment, on pourra venir à la deuxième partie de cette émission avec quelques faits pour rendre l'émission beaucoup plus didactique et beaucoup plus pratique aussi. Prenons le cas, par exemple, des reproches adressés à des membres de l'appareil judiciaire. On évoque souvent la question de la mafia de la terre qui est formée d'avocats, de notaires, de juges et de policiers. Pourquoi on n'a jamais entendu d'enquête de la part du CSPJ? Sauf qu'on entend à un moment donné que tel groupe de magistrats sont certifiés, tel autre ne sont pas certifiés magistrats. D'accord. Alors, ce qui arrive, c'est que les personnes qui sont victimes des écarts de certains magistrats, alors, certaines d'entre elles portent plainte, généralement au CSPJ. Donc, le CSPJ, il fait son travail à travers la direction de l'inspection judiciaire, mais ce n'est pas nécessaire à ce que l'on publie, à ce que l'on vulgarise et tout ce que l'on arrive à faire comme travail d'enquête. Donc, sur un cas précis, une plainte est portée, donc le conseil prend la décision à ce que le dossier puisse être acheminé à la direction de l'inspection judiciaire, et la direction de l'inspection judiciaire fait son enquête, rend son rapport au conseil qui, si toutefois la direction de l'inspection judiciaire recommande à ce que le magistrat puisse être jugé par le tribunal disciplinaire, donc on met en place le tribunal disciplinaire qui lui-même entend l'affaire et décide en conséquence. Donc il y a plein de sanctions qui ont été prises sur ces cas, mais malheureusement, donc, la population ne connaît pas ces cas. Sanctions allant de radiation jusqu'à quoi? Jusqu'à l'emprisonnement? On peut retirer certaines fonctions et aller jusqu'à la mise en disponibilité du magistrat. Vous avez des exemples? Non, je ne peux pas citer d'exemple. Très bien. Maintenant, dans un contexte de non-état de droit en Haïti, aujourd'hui, vous pensez que les autorités judiciaires ne devraient pas faire montre de beaucoup plus de muscles par rapport à ceux qui enfreignent, qui violent les lois? J'ai dit bien, dans un contexte de non-état de droit. Aujourd'hui, c'est le triomphe, c'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, il suffit que l'on soit armé, que l'on soit membre de gang, et puis bon, tout est joué, quoi. Bon, alors il y a un problème de sécurité publique qui se pose, et c'est une affaire qui doit être réglée par les organes gouvernementaux, mais par-dessus tout, la justice doit jouer son rôle. Et la justice doit sanctionner les personnes dont les fautes sont établies par devant les tribunaux. Donc, nous sommes dans un contexte où la population demande de plus en plus à ce que justice soit rendue dans nombre de cas. Et voilà pourquoi, au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, nous nous attelons à responsabiliser les magistrats. Et ce guide s'inscrit dans cette démarche, c'est de mettre les magistrats en face de leurs responsabilités. Parce que pour que l'on puisse avoir un état de droit, une société de droit, il faut qu'il y ait un système judiciaire indépendant, avec des magistrats impartiaux et compétents, tout aussi bien des magistrats intègres. Un système fort, je dirais. Oui, fort. Mais vous savez, et comme je le dis toujours, il y a un problème de base qui doit être résolu, c'est la question de sécurité, parce que, à mon avis, c'est la condition première pour le bon fonctionnement de la justice et de toutes les institutions étatiques. OK. Et maintenant que le guide est disponible,
comment vous allez faire, comment vous allez vous y prendre au niveau du CSPJ pour que les justiciables soient au courant, pour que les magistrats également puissent être saisis de la teneur. Comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que ceci est valable pour le guide? Bon, alors comme je vous ai dit, c'est un rappel pour les magistrats, une réaffirmation des principes cardinaux et gouvernant l'état du magistrat. Mais et pour la population, ma présence à l'émission aujourd'hui participe de cette démarche visant à faire connaître à tout un chacun qu'il existe un guide de déontologie du magistrat. Et dans ce guide, il y a un ensemble de principes auxquels les magistrats sont assujettis. Ils doivent donc les respecter. Et les membres de la population peuvent en prendre connaissance et doivent connaître tout aussi comment? bien. Vous allez vendre le guide ou bien distribuer ce sera distribué gratuitement. Ou bien sûr, ça va être en ligne? Eh bien, ce sera en ligne d'ici peu. Et pour la distribution, on a déjà commencé à envoyer des exemplaires, distribuer des exemplaires à des institutions. Et donc, parce que nous comptons faire vraiment une très large vulgarisation de ce corps de normes. Et pour les magistrats, donc le CSPJ aura une équipe en juridiction et question d'échanger avec les magistrats autour de ces principes qu'ils connaissent déjà d'ailleurs. Oui, vous l'avez déjà dit, c'est un rappel, oui. un rappel des principes, des normes. Nous allons observer la pause magistrat Saint-Villiers. Au retour, j'aurais aimé que l'on prenne quelques exemples, si possible, à partir du document. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, très bien. Alors on va observer la pause et puis on reviendra pour en parler. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce lundi 6 novembre. Notre invité, le représentant des tribunaux de première instance au CSPJ, et il est également membre de la commission de vulgarisation du guide de déontologie du magistrat, et c'est à ce titre que le juge Wando Saint-Villiers participe à la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nous parlons du guide de déontologie du magistrat. Et pour nous aider à comprendre les objectifs fixés par les concepteurs de ce document, le juge Wando Saint-Villiers est notre invité ce matin dans un contexte où rien ne marche, je dirais, tout est boiteux et le système judiciaire n'est pas épargné puisqu'on ne dit pas qu'il n'y a pas fonctionner dans le pays. Oui, hein. Et c'est l'insécurité, c'est le kidnapping, nous ne pouvons pas mettre de côté mafia qui existait, qui a toute structure, toute entité au là-dedans, la police, avocats, juges, toute bagaille pas marcher. Et nous pas tellement quoi dans miracle, si d'abord pas une bonne volonté de la part des décideurs et juste Saint-Villiers. En tout cas, il y a un guide qui sorti, guide ça, c'est pour rappeler un justiciable que gagner des principes que le magistrat n'a pas doué ni contourner, ni violer, ni fouler aux pieds. Donc, le principe, c'est dans petit document ça que moi j'ai devant, moi j'ai la même, et le magistrat a dans même tout. On a quelques titres, si vous voulez, qui doivent être utiles public là, qui suivent nous la matin, juge Saint-Villiers. Il y en a qui retenu, attention, c'est dans ce chapitre premier, dans la disposition générale, côté que dit, le présent guide fixe et précise les règles relatives à la déontologie des magistrats. Article 2 en dit, les règles déontologiques applicables aux magistrats garantissent le respect par eux des principes d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de respect des convenances, d'égalité de tous devant les tribunaux, de compétence
et de diligence. On a choisi quelques points ça magistrat. On allait par exemple dans impartialité. Là, on a parlé d'un juge impartial. Impartial là, si on a essayé de traduire en créole, on a dit sans passe pour qui? Oui, sans passe pour qui. C'est ça le dit? C'est ça lié. Donc si c'est ça lié, ça veut dire que ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas parce qu'on gagne plus l'argent, ou parce qu'on gagne plus l'argent que moi, et pour gagner accès à la justice devant le juge. Non, magistrat. Non, c'est pas ça. Donc, d'ailleurs, même si dans le cas d'un procès, il a gagné des dépenses qui sont capables de faire, par exemple, suivant qu'il s'agisse d'un procès civil ou procès pénal, donc engager un avocat, donc ça peut engendrer des coûts pour le justiciable. Mais distribuer la justice en soi, c'est un principe qui gouverne, c'est la gratuité. Donc, en d'autres termes, donc le juge lui-même, il est payé par l'État. Donc, il rend la justice indépendamment de rang social, ni appartenance politique, religieuse ou autre, sans aucune considération dans quelconque appartenance ou bien degré de fortune. Donc, sans discrimination aucune. Et le juge, il doit faire preuve de neutralité et d'objectivité dans sa décision. Donc, tout préjugement, il faut le mettre de côté. Et donc, gagner, c'est un élément, un principe qui est vraiment formé, dit substrat magistrat, parce que un juge qui n'est pas impartial, donc c'est un juge qui est passé en dehors de l'essence même de sa fonction. Donc c'est dans tout document qui rappelle les principes de déontologie, qui rappelle les principes d'éthique, ou après, l'impartialité, c'est une valeur cardinale qu'on joint au premier plan. Magistrat, de qui est-ce ça dépend, la détention préventive prolongée? Nous avons un avocat le week-end dernier qui a dénoncé des détenus qui sont pénitentiaires pour un cabrit qui a été volé, un poule qui a été volé, ou bien un laptop qui a été volé, alors que gros barons, gros criminels dans la rue ont circulé. De qui est-ce ça dépend, la détention préventive prolongée? Alors, c'est tout un ensemble. C'est un problème qui est vraiment d'ordre structurel et au niveau de la justice. En fait, actuellement, le CSPJ et le ministère de la Justice ont gagné un travail à faire et en parfaite synergie pour voir comment ils sont capables de diminuer la question de détention préventive prolongée à travers des audiences correctionnelles en permanence et tout aussi bien des audiences criminelles sans assistance de jury. Et le programme est supposé commencer aujourd'hui pour arriver jusqu'au mois de janvier. Mais il faut nous dire que gagner au niveau du ministère de la Justice et engagement que vous prend pour que vous rappelez par que dans quel cas vous devez faire des arrestations et dans quel cas tout vous êtes capable de voir un monde en détention en attendant que le dossier aille par devant un juge d'instruction ou bien la juger au correctionnel. Et donc, au-delà d'un pile cas d'arrestation illégale qui gagne un impact sur la question de détention préventive prolongée, mais en même temps, il y a un paquet d'autres problèmes et qui le système n'a fait face à eux-mêmes qui empêchaient que le système judiciaire fonctionne convenablement. Donc, une chose qui gagne, c'est que chaque année, qu'on a des mouvements de grève et de magistrats. Donc, à un moment, c'était les juges qui faisaient de la grève et récemment, c'était les magistrats du parquet et tout aussi bien les greffiers et les huissiers qui ont fait des revendications par rapport avec traitement et conditions de travail. Donc, ça a causé tout et détention préventive prolongée. Donc, c'est tout touché. Alors, ça a un impact sur lui.
Et puis de l'autre côté, ensemble de problèmes qui gagnent avec effervescence politique et à chaque fois dans un pays qui empêchait que l'institution fonctionne bien. Et sans oublier, je vous dis, en question d'insécurité qui fait que pas aucune institution capable de travailler à plein régime. Donc tout ça, c'est des problèmes ajoutés avec d'autres questions structurelles, par exemple, et moyens qui doivent mettre à la disposition des juges, et généralement pour qu'ils soient capables de faire travail. Et nous gagnons tout dans la loi, par exemple l'article 77 du Code d'instruction criminelle qui permet à ce qu'un juge, dès qu'il s'agit d'un cas de crime, avant même que le finisse l'enquête, là, capable de mettre les gens en détention préventive. Donc, il est vrai que Haïti ratifie un ensemble de conventions d'accords sur le plan international qui fait de la liberté la règle et de la prison l'exception, mais nous avons une disposition légale qui permet à ce que dès qu'il s'agit de crimes, et la pratique, c'est que systématiquement, c'est voir les gens en prison. Mais il y a des juges qui ont une approche pragmatique sur la question, c'est parce que l'État n'a pas arrivé à contrôler les frontières, pas arrivé à contrôler les territoires, pas arrivé à contrôler les aéroports, ports, qui fait que les gens qui sont impliqués dans un cas de crime, et la justice gagne à disposition. Et si les gens ont quitté en liberté, il y a des magistrats qui ont risqué pas de monde ça capable de quitter le pays, capable de fuir la justice. Donc c'est autant ça, c'est le système paysan qui est désorganisé. Justement, tout ça a un impact sur les questions de détention préventive prolongée parce que, bien entendu, il y a des cas où on n'a pas besoin de rester en détention avant même le jugement. La personne aurait pu être en liberté et lorsque il y a pour la juger, le juger, et si les condamnés et si tu as un recours pour le faire après épuisement recours, c'est la décision de condamnation qui est maintenue, à ce moment-là, on est capable de mettre en prison. Donc c'est un package qui demande pour que yo agisse sur yo et pour capable réduire au final la question de détention préventive prolongée. Alors excusez-moi, magistrat, souhait que parfois m'obliger à râler des exemples qui ne sont pas trop intéressants pour moi. Étayer ou encore soutenir la question que m'a posée, c'est justement pour aider le public à mieux comprendre. Bon, nous sommes récemment, il y a un groupe bandit qui était attaqué par Port-au-Prince qui à l'époque était sous bicentenaire. Et un chef gang qui prend la parole, je t'ai dit que il va être complet pour la guerre parler, il va la guerre et puis il y a l'autre monde qui a plagué toujours pour comme tout. Donc c'est une raison que monsieur a décidé d'attaquer Paquet qui était sous bicentenaire. Nous-mêmes, au niveau du CSPJ, nous avons des nouvelles, ça vous fait ce nom? Bon, en fait, c'est bien regrettable. Parce que là, dit le blanc, c'est sûr que c'est avec un acteur qui est dans le système. Non. Donc, est-ce que c'est avec un juge ou bien est-ce que c'est avec un magistrat du parquet? Donc, qu'importe, c'est qu'il y a un problème d'éthique très grave qui posait le fait qu'un acteur dans le système est capable de prendre cob pour libérer un monde. Donc ça, c'est un problème, c'est un acte de corruption et qui non seulement est réprimé par la loi, mais qui méritait dans les faits pour qu'il soit sanctionné. Et de l'autre côté, donc, il y a un effritement quasi total qui expliquait qu'il y a des gens qui est armé et qui a de vive voix capable de dire des choses et prendre des positions et sans que ne pas arriver et sanctionner. Donc à ce moment-là, je crois que gagner une nécessité non seulement pour capable renforcer les forces publiques en sorte que capable d'arriver à la sécurité avec tout le monde et arriver tout de l'autre côté et agir pour capable endiguer ce problème et de monde qui charge les armes un peu partout, mais de l'autre côté, il y a une nécessité pour renforcer l'institution judiciaire et toutes les autres institutions de sanctions pour qu'ils soient capables de faire travailler convenablement. Et ça, c'est quel chapitre qui traite de ça dans le guide? Chapitre 4 là, intégrité, non? Oui, l'intégrité, donc, ça, c'est toujours un principe cardinal qui gouverne la magistrature. Donc, c'est en principe, c'est non seulement une nécessité, une obligation que le magistrat a gagnée pour que les trancher chaque cas au terme de la loi, mais en même temps tout,
pas de aucun intérêt quelconque qui doit diriger la prise de décision. Non seulement ça a touché à l'intégrité, mais ça a touché tout à l'impartialité. Donc, un magistrat qui a un intérêt quelconque pour rendre une décision non à faire, donc le ça, il n'est pas foutu impartial. Il n'est pas qu'à impartial. Et tout comme, donc immédiatement, au monnayer ou du moins à recevoir un intérêt quelconque, un avantage quelconque pour capable de rendre une décision, et là, c'est preuve d'un manque d'intégrité. Et ceci, c'est très grave. Lorsque dans le document, nous parlait d'indépendance, qui chapitre? Témoin, c'est chapitre 2. Oui, chapitre justement. 2, indépendance. Indépendance du magistrat par rapport à quoi ou par rapport à qui? Bon, alors, il y a deux aspects. Et le premier aspect, c'est l'indépendance par rapport aux autres entités de l'État, et notamment les pouvoirs publics, ont indépendance par rapport avec les autorités de l'exécutif et les autorités du législatif, et son indépendance tout par rapport avec n'importe l'autre acteur qui est dans l'État, mais c'est tout aussi une indépendance par rapport avec n'importe quelle entité de la société, n'importe quelle personnalité de la société. Donc, et là, ça a demandé pour que le juge là, les mêmes, pas gagné pour le recevoir dicté de quiconque dans la prise de décision. Mais c'est aussi une indépendance par rapport même à ses collègues et magistrats. Donc, un magistrat est capable toujours échanger avec un autre collègue magistrat et son question de droit, et capable de toujours gagner des échanges pour une meilleure compréhension d'un cas d'espèce. Mais personne, magistrat, pas capable de quitter, même un collègue, dicté dans la décision qu'il y a pris. Et là, on a parlé de magistrat debout ou assis? Ben, en fait, un magistrat debout, il a pas apprécié un dossier et pour regarder est-ce qu'il y a lieu à poursuite ou pas. Donc, il doit faire ça suivant l'élément qui est dans le dossier et suivant ça la loi dit. On juge, c'est idem, les gains pour l'apprécier, quel que soit le dossier qui soumet à examen, au terme de la loi et suivant les faits et au regard également de sa conscience. Là, nous parlons de convenance dans le chapitre 5, là. De qui ça ne veut parler? Alors, bien entendu, magistrat, c'est un monde qui fait partie de la société. Et nous ne sommes pas capables de retirer de la société. Même si on monte ce cadre dit que les magistrats ont comme des moines et ont retirer dans la société. Vivant en ermite. Justement. Mais nous reconnaissons que, comme nous sommes des éléments de la société, gagner des invitations, il y a des activités que peut-être capables d'appeler pour participer là-dedans, des invitations qu'on est capable d'appeler pour répondre, mais c'est un appel à la délicatesse pour dire que gagner, ce n'est pas tout côté qu'on est capable d'aller, ce n'est pas toute invitation qu'on peut répondre, ce n'est pas toute activité publique qu'on peut participer là-dedans. Et par exemple, il est inimaginable pour un magistrat qui a dans tête un mouvement et revendicatif ou du moins son manifestation qu'a faite et pour ou bien contre tel secteur. Donc c'est magistrat pas gain pour le faire ça. Et l'homme même que au magistrat capable de gagner des opinions politiques mais il n'est pas capable d'exprimer publiquement. Et il n'est pas retiré à magistrat pour gagner une sensibilité politique quelconque. Et nous aller plus loin, même s'il y a des pays comme le Canada, ils ont même enlevé partie de droit à ça, comme si pour un membre parti politique, etc. Mais il y a un pays qui n'a pas de problème avec ça. Donc Haïti n'a pas de problème parce qu'un juge est capable, même au-delà de sensibilité, d'une appartenance politique, mais on n'est pas capable d'exprimer ça publiquement. Donc si on est capable d'avoir une opinion, c'est le fort intérieur, mais exprimer-le comme fort extérieur, pas capable parce que lorsqu'on exprime une position donc, qui est partisane, le ça, il a un impact très négatif sur l'exercice, fonction et sur l'image et institution judiciaire. Là. Donc ça m'a dit tout, et même en termes de convenance, il y a des signes extérieurs tout, que on pas capable de porter. Dans quelle catégorie nous sommes capables de mettre ça, magistrat? Je songe le 7 février 2021, il y a des juges qui ont été arrêtés pour complot, pour renverser Jovenel Moïse.
Et puis, jusqu'à présent, il y a des juges qui disent que la justice a cherché pour implication présumée dans l'assassinat président. Alors, je ne vais pas le commenter, et ça a un rapport avec le dossier président en soi, mais il n'est pas éthique pour qu'un juge les lance dans la recherche de prise de pouvoir politique et que même aller participer dans un ensemble de réunions et me songer à un moment, il y a des hommes politiques qui ont fait appel pour que des juges dans haute instance judiciaire dans le pays viennent déposer CV. Donc, ce n'est pas éthique pour un juge faire ça. Et là, nous croyons que il y a un manquement. Non, mais est-ce que pas un... Bon, c'est vrai que la Constitution permet une série de bagailles, mais est-ce que pas un précédent non, ça, c'est pas... Avec, par exemple, juge Erta Pascal Touillot. Justement, alors, bien entendu, c'est deux bagailles différents. C'est à un moment côté que la Constitution te permet que, et si il y a une vacance présidentielle ou bien un problème quelconque, et qui nécessite de gagner un président provisoire, donc, on est capable d'aller prendre le président de la Cour de cassation ou bien le juge le plus ancien et jusqu'à ce qu'on descende dans l'autre. Mais c'était prévu par la Constitution. Et remarquez bien, donc juge là ou bien président de la Cour de cassation, il n'a pas de gagner pour que lancer l'enquête du pouvoir. Donc, il y a une situation qui est présentée et au terme de la Constitution, donc, en fait, c'est président Courlant ou bien un juge dans Courlant qui vient président. Mais ce n'est pas des démarches politiciennes qui après le fait qu'on accéder à ça. Donc, ce n'est pas le même cas de figure. Là. Donc, on a dit son pays à l'envers. Ce n'est pas le même cas de figure. On a les sous-questions de légalité en connaît là. L'on parlait de légalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la légalité, c'est un devoir que le juge a gagné et qui s'est tranché et au terme de la loi, chaque cas d'espèce. Et alors, en droit, et dans pratique, et dans fonction judiciaire, il y a le syllogisme juridique ou judiciaire. C'est d'abord comme le syllogisme socratique, l'homme est mortel, donc Socrate est un homme, en conséquence, il est mortel. Eh bien, donc lorsqu'on juge pour trancher, c'est au bon mineur, qui c'est alors un majeur là c'est prémisse majeure là qui c'est la loi. Que dit la loi? Ou gagner un prémisse mineur qui c'est les faits, la situation en soi, et puis ou font confrontation entre et majeur là, la loi et les faits, et pour tirer conclusion. Donc juge là, il doit appliquer la loi, il pas doit retirer de la loi dans quel que soit cas d'espèce là. Maintenant, pour tout juriste captant des moins, s'il y a un texte de loi qui n'est pas clair, s'il y a un texte de loi qui peut être fait silence son situation donnée, tout dépend de cas d'espèce là, juge là est capable de référer à la jurisprudence, est capable de référer à la doctrine et à la coutume. Mais c'est le fait ici, en termes de rappel, c'est que nous sommes tenus par la loi et nous sommes appelés à respecter la loi dans l'exercice de nos fonctions. La compétence et la diligence. Chapitre 7. Alors, la compétence et la diligence... Ça va sans dire que le juge doit être compétent. C'est une nécessité. Yeah. Et je dis, parce que nous gagnons, pas seulement en Haïti, mais à travers le monde, des cas de plus en plus complexes. Et en Haïti, au cours de ces dernières années, nous gagnons un ensemble de cas et de crimes qui concernaient la corruption et surtout la grande corruption au niveau de l'État. Donc, qui impliquait non seulement des acteurs et des ressortissants nationaux, mais capable d'impliquer tout, des ressortissants étrangers, comme des firmes ou bien des entreprises internationales ou tout simplement étrangères. Donc, ça m'a demandé pour que gagner un pile effort qui fait en termes de recherche de connaissances, en termes d'organisation, de formation et de façon pointue, spécialisée pour les magistrats. Et c'est la responsabilité du ministère de la Justice, c'est la responsabilité du CSPJ également, de l'école de la magistrature, d'organiser des formations pour ces magistrats. Mais c'est aussi de la responsabilité de chaque magistrat pour qu'ils continuent, mettre sur la balle, faire des recherches, approfondir connaissances. Donc, essayer d'informer de tout ça qui a passé en matière de justice et dans d'autres pays
parce que ça a aidé lorsqu'on connaît des décisions qui ont été prises par des cours ou bien des tribunaux dans d'autres pays, donc des jurisprudences ou des cours internationales capables vraiment aider dans l'application de la loi en Haïti. Mais la diligence de l'autre côté, c'est nécessité d'agir vite, d'aller rapidement et d'éviter le laxisme. Un point ça n'est pas jamais respecté. Bon, c'est vrai que est-ce que diligence n'est pas synonyme de célérité, mais si on dit que là en Haïti c'est la justice, évidemment pour des cas bien précis. Même pas que c'est seulement la justice qui est là. Donc c'est presque... Alors, la justice est un sous-système en dedans, un grand système, qui c'est l'ensemble des institutions de l'État, qui a mal fonctionné. Et document, donc en tant que corps de principe, lui aller au-delà de situation à vivre aujourd'hui et pour le faire voyager à travers le temps. Donc, nous espérons que capable de gagner, nous capables de venir un pays qui la gouvernance capable de prendre placer dans le pays pour que un pays qui gagne des hommes et des femmes politiques qui occupent des fonctions hautement politiques, qui décident d'opérer des réformes en profondeur pour éviter que, pour permettre à ce que nos institutions soient capables plus efficaces et dont des réformes capables d'engager au niveau de la justice pour faire à ce que nous avons une justice qui est efficace et qui répond à l'attente de la population. Donc, mais je vous dis, en attendant que nous arrivions dans une grande réforme, c'est nécessaire pour nous rappeler à chaque juge que nous devons faire tout ça qui est possible et tout ça qui dépend de eux, autant que nous sommes capables pour que nous arrivions à travailler sur le dossier et rendre décision dans le délai de la loi. Maintenant, pour les complexités et dans certains cas et les problèmes et de fonctionnement dans le pays, question d'insécurité qui impacte le fonctionnement des institutions ou autres problèmes structurels, ça c'est une autre affaire. Mais ici, il s'agit de mettre l'acteur en face de sa responsabilité. Juge Wando Saint-Vélier, nous parlons dans disposition finale là. Donc ça nous va rendre compte nous avons plusieurs dans le chapitre et heureusement. Et alors, article 74, les magistrats du système judiciaire haïtien sont soumis aux obligations déontologiques du présent guide. Ça veut dire aucun magistrat n'a pas de passer à côté de ça pour faire bagarre parle. Donc, en fait, même serment magistrat prêté, à travers ce serment, il prend engagement pour que les respecter ensemble de principes. Donc, serment résumé ensemble de principes. Donc, en clair, article 74 ans, en fait, lui-même, reprend engagement, il rappelle à magistrat engagement que le prend lorsque il a prêté serment. Donc, quel que soit les magistrats haïtiens, il a pour obligation pour les soumettre avec ensemble de principes, comme tout magistrat dans d'autres pays et dans les autres pays qui ont un ensemble de corps de normes que vous respecter. Donc, ce n'est pas des corps de normes qui différents d'un pays à l'autre, ce sont les mêmes principes, mais sauf que si vous regardez le guide là, nous faisons un travail qui est pragmatique, nous tenons compte de certaines réalités et de spécificités pour que nous ayons des dispositions qui prennent en compte. Article 75, nous toujours dans la disposition finale, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire s'assure de la publication du présent guide et de la vulgarisation des principes et valeurs qui y sont consacrés. C'est peut-être ça va faire la matin? Oui, donc ça a participé de démarches là. Et comme on t'a dit tout au début, donc il y aura des ateliers de travail, des échanges dans les juridictions, entre les magistrats sur ce guide, question pour que nous soyons capables de dégager sens et qui est caché derrière chaque disposition. Et puis, de l'autre côté, gagner tout de rencontres avec des entités de la société civile et des échanges qu'a fait un peu partout et autour de ce guide. Et tout comme à travers les médias, comme on a fait aujourd'hui. Article 76, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille au respect des règles déontologiques contenues dans le présent guide. Oui, parce que en fait, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
c'est non seulement l'organe d'administration et de contrôle du pouvoir judiciaire, mais c'est aussi son organe de discipline. Donc, c'est responsabilité CSPJ pour que les veiller à application guide là. Et bon, comme moi t'ai déjà dit, nous gagnons la direction de l'inspection judiciaire, qui c'est un mécanisme de surveillance en ce sens. Pour finir, d'après moi, un petit commentaire dans main par rapport à tous les que publication de liste des magistrats certifiés et le non certifié était fait, et pas dernière, non, avant-dernière publication. C'est un gros scandale, gros tollé que ça a été. Entre-temps, il y a 2 listes qui publiées, au référé avec liste qui était publiée en janvier. Oui. Parce qu'en juin, nous avons publié en liste, et dans le début du mois d'octobre, nous avons gagné en l'autre liste encore. Bon, alors, ça a été fait toller, par contre, donc, et c'est un travail osé que le CSPJ l'y fait. Ou non, conjoncture qui est vraiment délétère, un contexte qui est très difficile, au grand pays, côté la notion de sanction, est quasiment inexistante. Donc, lorsque vous gagnez une institution comme le CSPJ qui lance une aventure qui est si difficile, donc c'est normal, on a besoin des réactions et aussi brutales. Et donc, de plus, vous remarquez bien, il y a une magistrature qui existait depuis plus de 200 ans et pas de jamais travail de vetting, de certification qui était faite. Donc, c'est en vertu, en voilà, monté qu'on intégré dans la magistrature haïtienne. Et comme son pays a tradition dictatoriale et de désordre, donc au conjoint, bon, comme dans d'autres institutions, on fait ça et puis pas gagner rien du tout. Et en retour, en termes de contrôle, de surveillance et de sanctions. Donc avec la loi et les 2 lois, et loi portant statut de la magistrature et loi créant le CSPJ, ces 2 lois ont été votées et publiées en 2007. Donc ces lois ont institué un mécanisme de certification. Donc qui c'est une obligation pour que tout magistrat soit certifié. Donc, les magistrats qui étaient là déjà dans le système, non? Donc, ils ont appelé pour qu'ils soient certifiés et tout le monde qui parle rentrer dans la magistrature doit avoir un travail qui est fait en amont, un travail de certification avant de rentrer. Donc, il n'est pas aussi facile lorsque vous gagnez des collègues qui gagnent 10 ans, 20 ans, 15 ans et dans la magistrature et qui vraiment bien assis et un bon matin et qui rattrape justement et qui rattrape et pas des choses par le passé et que tu fait qui pas correct. Ou quoi un système judiciaire totalement assaini? Bon, en fait, et je pense que faut nous arriver dans un système judiciaire qui inspire confiance. Et parce que la confiance, c'est un élément fondamental pour asseoir l'autorité de la justice. Et pas seulement l'autorité de la justice. Et dans tout secteur d'activité, dans tout domaine, si pas une confiance, pas de faire rien. Et lorsque vous appelez au plus haut niveau pour que vous preniez des décisions, et surtout des décisions de sanction, donc on juge, on tranche des litiges, et on sanctionne des gens au niveau de la population, mais pour accepter les décisions, il faut quand même tout inspirer confiance. Et ça m'a dit... Il faut être au-dessus de la mêlée, au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout soupçon. Ouais, voilà. Et on s'appelle lundi. Eh bien oui, donc... c'est comme fait, la femme du roi. Là, c'est l'intégrité d'une part, et de l'autre côté, la confiance. C'est ça. Ouais. Jules Saint-Villiers, merci infiniment pour la disponibilité. On espère que nous sommes arrivés sur vos documents et dans l'intérêt du public. Et que n'est pas trop nécessaire que ça rejoigne les justiciables, mais c'est surtout les magistrats? Non, il est nécessaire pour rejoindre tout le monde. Et les magistrats, oui, parce que le concerne avant tout, mais l'affaire de la justice est une affaire de société, une affaire d'État, donc il concerne tout le monde. Et c'est ça qui fait gagner en pile institutions que nous commençons à faire aujourd'hui des exemplaires. Il y a au moins 1 million que nous imprimons. Nous ne pouvons pas gagner tout ça. Mais au fur et à mesure, nous avons imprimé pour que nous soyons capables de combler la technologie aidant. Et puis tout avec, d'ici peu,
pour gagner une version électronique là, qui est accessible à tout le monde. Oui. Et on n'est pas obligé de gagner un document ça en dur. Oui. Donc, on est capable de consulter et gagner sur téléphone, sur ordinateur, guide de déontologie du magistrat qui est publié par le CSPJ. Donc, ça, quand il doit porter plainte tous, vous sentez qu'un magistrat n'est pas à violer les droits ou bien il a fait des bagages que la loi va prévoir? Alors, bien entendu, ça a toujours existé. Mais je dis, on pense que plus qu'on est. C'est comme si son résumé qu'on fait pour Mounio. Oui, donc c'est nécessaire. Alors, ou même, mais c'est pas au même. Alors, le CSPJ. Yeah. Et c'est fondamental pour que nous arrivions vers un système judiciaire qui est plus responsable et qui inspire confiance. Merci. Encore une fois, juge Wando Saint-Villiers, représentant des tribunaux de première instance au CSPJ et membre de la commission de vulgarisation du guide de déontologie du magistrat. Passons une bonne journée. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.